La République du Paraguay est un pays dont les frontières ont été forgées après des actions héroïques de milliers de patriotes. Des actions qui ont marqué une histoire pleine de tristes épisodes qui sont fièrement rappelés par le peuple paraguayen. Êtes-vous intéressé à connaître l'histoire incroyable de ce pays? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que le territoire de l'actuel Paraguay? On estime que le territoire de l'actuel Paraguay a été peuplé il y a environ 6000 ans avant Jésus-Christ, les Caïnganes étant les ancêtres les plus anciens, bien qu'ils aient finalement regardé vers le nord, existant actuellement sur le territoire brésilien. Mais les trois groupes ethniques préhistoriques les plus remarquables du Paraguay sont les Pampides, dans la région du Paraguay, la région du Chaco, les Lagides, dans la région orientale, et les Amazonides, sur les rives du fleuve Paraguay. Actuellement, la population s'est concentrée dans la zone située entre les rivières Paraná et Paraguay, logiquement plus riche en ressources. Vers le XVe siècle, la suprématie dans la région serait obtenue par l'ethnie bien connue des Guaranis, qui s'étendrait depuis le nord grâce à leur supériorité numérique et à des techniques modernes éducatives. On estime que les Guaranis se seraient regroupés en États partiellement organisés sous le commandement d'un Turisha. De même, ils se sont distingués par leur habileté guerrière, leur maîtrise de l'agriculture et de la géographie de la région, et par leur habileté à naviguer en canoë. Étant des peuples assez belliqueux, les Guaranis entreraient en conflit constant, aussi bien avec d'autres ethnies qu'entre peuples de la même langue. Ceux-ci seraient présents à l'arrivée des Européens. Et en parlant d'Européens, l'un des premiers à arriver serait Alejo Garcia, qui a réussi à cohabiter avec un groupe de Guaranis et à envahir le territoire Inca pour prendre certaines ressources, ce qui ne lui a pas très bien réussi. Une décennie plus tard, après une tentative ratée de s'établir dans l'actuel Buenos Aires, les colons dirigés par Pedro de Mendoza se déplaceraient vers les rives du fleuve Paraguay, après avoir été attaqués par les indigènes, fondant le fort d'Asunción en 1537. Avec le temps, ce fort, fondé par Juan de Salazar y Espinosa, deviendrait une ville importante. Administrativement, Asunción serait incluse dans le territoire de la gouvernance de la Nouvelle-Andalousie, également appelée la gouvernance du Rio de la Plata et du Paraguay, et qui dans un premier temps ferait partie du vice-royaume. Asunción était connue comme la mère des villes, car de là sont partis des courants de peuplement de diverses villes du cône sud. Face à la colonisation des villes fondées par les Espagnols, ils ont finalement réussi à exercer un pouvoir sur les indigènes. Le Paraguay ne serait pas étranger au système d'entrepreneuriat, bien qu'avec l'arrivée du gouverneur Hernando Arias de Saavedra, on ait tenté de revendiquer ses droits. Sous son règne, le Paraguay est devenu le premier pays indigène. Au XIXe siècle, les jésuites arrivent, qui commencerait la christianisation des Guaranis, donnant ainsi naissance aux réductions jésuites. Une trentaine de villages missionnaires autonomes, dont 8 îles sur le territoire paraguayen. Il faut prendre en considération que les indigènes ont été autorisés à conserver leur langue et leurs coutumes. Hernando Arias a également recommandé au roi de décentraliser le pouvoir de la Nouvelle-Andalousie afin que les villes fondées ne tombent pas dans l'oubli. C'est pourquoi, en 1617, elle serait divisée en les gouvernorats du Rio de la Plata, avec Buenos Aires comme capitale, et le gouvernorat du Paraguay, avec Asunción comme capitale, plus les villes de Villarrica, Santiago de Jerez et Ciudad Real. Oui, les bases des futures Argentine et Paraguay sont posées à partir de ce moment. Pendant cette période, la bataille de Bororé se distingue. Durant cette époque, la bataille de Bororé est notable. Les bandes errantes, similaires à des pirates terrestres des territoires portugais, sont chassés par les Guaranis des réductions jésuites. Oui, le Paraguay aurait pu ne pas exister et aurait pu faire partie du Brésil actuel si ce n'était pas pour cela. Un autre fait marquant a été la révolution comunera du Paraguay, où un groupe de civils paraguayens s'est rebellé contre le gouverneur. Bien que cette rébellion ait été écrasée, on pourrait la considérer comme le premier soulèvement contre l'autorité en Amérique hispanique. Te souviens-tu que je t'ai parlé des réductions? Il se trouve que les Espagnols décideraient de partager ces territoires avec les Portugais, ce qui donnerait lieu à la résistance jésuite et aux guerres garnitiques, qui représenteraient le début de l'abandon des missions par les Guaranis. Les Jésuites, quant à eux,
finirait par être expulsé en 1767. Pour éviter d'autres rébellions et faciliter la gouvernabilité de l'Empire, en 1776 fut créé le vice-royaume du Rio de la Plata, avec Buenos Aires comme capitale, se détachant du vice-royaume du Pérou et dont le Paraguay ferait partie. En 1782, sur le territoire de la gouvernance du Paraguay, l'intendance du Paraguay a été créée, où fonctionnaient 4 cabildos. Avec l'affaiblissement des Espagnols pendant les guerres napoléoniennes, la Révolution de mai aurait lieu à Buenos Aires, où un gouvernement provisoire serait formé en destituant le vice-roi du pouvoir, un gouvernement auquel l'intendance du Paraguay refuserait de se joindre. Face à ce refus, l'armée du Rio de la Plata, sous le commandement de Manuel del Grano, entamerait une expédition militaire au Paraguay pour exiger sa subordination. Cette campagne s'est soldée par un échec, et ce serait l'antécédent de la Révolution de mai 1811, où pour assurer la souveraineté, 2 associés seraient ajoutés au pouvoir, en plus du gouverneur. L'un d'eux, l'idéologue de l'indépendance du Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia. Quant aux Espagnols, comme la seule façon d'arriver au Paraguay était via le Rio de la Plata, ils n'ont pas intervenu, ce qui en fait l'un des processus d'indépendance d'Amérique les plus pacifiques. Après cette formation, il y a eu 4 congrès pour décider de l'avenir de la nation, après lesquels la dénomination de république serait donnée, Fulgencio Yegros serait élu consul, et finalement le docteur Francia serait nommé dictateur perpétuel. Oui, rien inspiré de l'ancienne Rome. Dit et fait, Rodríguez de Francia gouvernerait jusqu'à sa mort. Bien qu'à la différence de la plupart des autres pays nouvellement indépendants, le Paraguay est resté stable, et presque sans conflit civil pendant ses premières décennies, il est certain que le docteur Francia isolerait le pays, interdisant le trafic fluvial vers l'Argentine et restreignant l'entrée et la sortie du territoire. Cette période d'autosuffisance et de retard prendrait fin après sa mort en 1840. Après une brève période d'anarchie, Carlos Antonio López prendrait le pouvoir, après la rédaction de la nouvelle constitution présidentielle et l'acte d'indépendance du Paraguay, où son indépendance était reconnue surtout par la Confédération argentine. López a renforcé l'armée, s'est ouvert au commerce international, a modernisé l'infrastructure et l'éducation dans le pays, tout cela en 3 mandats présidentiels jusqu'à sa mort, en 1862, après quoi il serait succédé par son fils, le célèbre Francisco Solano López. Solano López réussirait à établir de bonnes relations diplomatiques avec des pays européens comme le Royaume-Uni, de qui il a obtenu la reconnaissance internationale et les investissements nécessaires pour le décollage économique et industriel du pays. Cependant, les relations diplomatiques avec les voisins, avec lesquels les conflits territoriaux persistaient, étaient une autre histoire. Pendant la guerre civile en Uruguay entre les partis Blanco et Colorado, le Brésil commencerait une invasion en faveur de ce dernier. López, qui soutenait le parti Blanco, capturerait 2 navires marchands brésiliens en protestation, rompant ainsi les relations entre les 2 pays. Les tambours d'une guerre sanglante commençaient à sonner. Oui, cela activerait la triple alliance entre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, bien que le second rejoindrait la guerre après l'invasion paraguayenne de Corrientes, et le troisième après que Venancio Flores du parti Colorado soit arrivé au pouvoir sous l'égide du Brésil. Malgré avoir sacrifié la vie de près de 90% des hommes adultes au combat, le Paraguay ne pourrait pas faire face à cette triple alliance lors de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'Amérique latine, qui comprenait des épisodes perturbateurs comme la bataille d'Acostañu, où, face à l'absence d'hommes adultes, des enfants paraguayens sortiraient pour combattre. Dans cette bataille mémorable, le San Minario Conde Do, à la tête des troupes alliées, anéantirait la vie de 3500 enfants en plus d'incendier un hôpital avec des blessés de guerre à proximité. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Pour que tu saches quel a été le plus grand crime de guerre de l'histoire américaine. Un autre fait important, la mort du maréchal Solano López. L'une des morts les plus représentatives d'un dirigeant en action de guerre dans l'histoire. Cela marquerait la fin de la guerre, qui signifiait pour le Paraguay, en plus d'une catastrophe démographique, la perte des territoires disputés avec l'Argentine et le Brésil, ainsi qu'une occupation militaire de ce dernier pendant 6 ans.
Face au désastre après la guerre, le Paraguay stagnerait économiquement pendant les décennies suivantes. À cela s'ajoute l'apparition de nouveaux partis politiques tels que le libéral et le Colorado. Une période d'instabilité politique régnerait sur le pays. Une révolution en 1891 et 3 guerres civiles. Le parti Colorado parviendrait à gouverner entre 1886 et 1904 lorsque le président Juan Antonio Escurra est déposé par un coup d'État. Ceci est suivi par divers gouvernements libéraux presque sans interruption jusqu'en 1936. Et quand je t'ai dit instabilité, eh bien, je le disais sérieusement. Eh bien, pendant toute cette période, très peu de présidents ont réussi à terminer le mandat constitutionnel de 4 ans. L'un d'eux était Eduardo Charrer, qui a réussi une croissance économique grâce à la Première Guerre mondiale. Et face à de nouveaux conflits territoriaux, le Paraguay entrerait à nouveau dans un conflit important, cette fois le plus meurtrier d'Amérique au XXe siècle, la guerre du Chaco contre la Bolivie pour le contrôle du Chaco boréal. Une zone presque dépeuplée dont l'attribution par les Espagnols aurait été ambiguë, étant donné qu'elle n'a pas été entièrement colonisée. Après 3 ans de guerre dans un théâtre d'opérations hostile, le Paraguay réaffirmerait sa souveraineté sur les 3/4 du territoire contesté, après avoir convenu avec la Bolivie de lui céder une zone sur le fleuve Paraguay, qui lui sert à avoir une sortie vers l'océan Atlantique. Malheureusement, la violence ne s'arrêterait pas encore au Paraguay, car avec l'apparition de nouveaux groupes politiques, tels que la Concentration révolutionnaire sévérista et le Parti communiste paraguayen, une nouvelle guerre civile éclaterait. Dans celle-ci, ces deux groupes, alliés avec les libéraux, affrontent le gouvernement soutenu par les Colorado. Victoire de ce dernier camp, consolidant ainsi l'hégémonie de ce parti au pouvoir après un bilan d'environ 30 000 morts. Cela serait le prélude à l'ascension au pouvoir de la dictature la plus longue de l'histoire du Paraguay. Dirigée par un leader Colorado pendant la guerre de 47, Alfredo Stroessner, dont le régime se caractérisait par une répression sévère de son opposition politique, un rapprochement avec les forces armées et l'apparition d'entreprises monopolistiques de services publics. Bien qu'une accélération de l'économie ait été réalisée, la vérité est que la pauvreté rurale a continué à augmenter. La dictature se terminerait par un coup d'État en 1989 dirigé par Andrés Rodríguez, avec le soutien des États-Unis. Stroessner serait renversé et Rodríguez prendrait la présidence, marquant le début de la transition démocratique. Après une décennie de stabilité, celle-ci a été affectée pendant le Mars paraguayen, où après le manège du vice-président, l'opposition blâme le général Lino Oviedo et le président Cuba. Ce dernier a été contraint de démissionner. Mais l'hégémonie du parti Colorado ne prendrait fin qu'avec l'ascension de Fernando Lugo d'un nouveau parti politique en tant que président, bien qu'il n'ait pas terminé son mandat après avoir été accusé de mauvaise performance dans ses fonctions. Cette crise politique entraînerait des suspensions du Mercosur et de l'UNASUR. Il convient de noter que peu de temps avant son mandat, les derniers gouvernements ont dû faire face à l'insurrection dans le nord-est du pays, dirigée par l'armée du peuple paraguayen, une organisation de guérilla marxiste qui continue d'opérer jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le parti Colorado serait réélu après les gouvernements de Horacio Cartes et Mario Abdo Benítez, actuel président du Paraguay. Avec le retour de la démocratie, les sanctions imposées au Paraguay seraient levées. Et avec cela, nous sommes arrivés à l'actualité. Et toi, qu'en penses-tu ? Tout ce sang versé au nom de la dignité du peuple paraguayen en valait-il la peine? Le maréchal Lopez était-il un héros national ou un dirigeant qui a conduit le pays à la catastrophe? N'oubliez pas de commenter. Et si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi avec un like et abonnez-vous à ma chaîne. Ah, et si vous souhaitez soutenir ce projet, toute donation sur Patreon sera la bienvenue. À la prochaine!